Oui, Christine, elle est très gentille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est maman maintenant, elle reste à la maison? Oui, mais après, elle travaillait Je sais qu'elle faisait des parties et bénévole. Alors, elle a abandonné tout ce qui était. tout ce qui est bénévole. Pas bénévole, non, mais enfin, tout ce qui était en week-end. Catherine, elle s'investit beaucoup dans les écoles des enfants. Oui, oui, bien sûr. Quel âge il a le petit maintenant? 3 ans? 5 ans. 5 ans, ben ça avance. Hein. Ça va vite. Oui, je me rappelle très bien. D'accord, merci. Oui, je me rappelle, je l'avais rencontrée, elle avait un bébé et puis elle était enceinte. Est-ce qu'elle attend un troisième, non? Ah non, non, non. Elle prend un break. Donc vous avez 3 enfants, c'est ça? 3 enfants, 2 filles, hélas. Super. C'est bien. Et maintenant, vous vous occupez avec la peinture? Oui, oui. Ma retraite avec ça. J'ai des innovations. Vous avez gagné votre vie avec? Oui. Ah non, 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 non. C'est juste une... Depuis ma retraite. Non, sinon, dans Paris, il y a un ange qui vient dans le métro. Ah bon? C'est à Francisco, ces photos? Je sais pas, je viens juste filmer. Par contre, il met sa tête toute blanche, alors je ne peux pas voir si c'est sa tête. Mais Qu'est-ce que ça, c'est une photo, c'est pas... c'est C'est beau comme photo. Ah bah si, ça s'est fait à Paris, on dirait bien. Ouais. Et Paris, voilà. Ça doit être Paris alors. Pris à Paris. La photographie. Les Français adorent la photographie. Bon, je crois que les Américains ont démarré dans la français. Enfin là, maintenant, c'est vrai que ça démarre bien. Non, mais comme en France, c'est un grand hobby là-bas. Ah oui, et puis il y a des codes pour des très très... Pour une photo. On a souvent des photographes ici. Ah oui. Vous habitez Paris même? Bon, j'habite à Pantin, Ah, à côté de la Villette. à la sortie de Paris, c'est ça? Oui, oui. Ça marche bien là-bas, ça va? En ce moment, ben, écoutez, il y a encore eu des grèves. Ah oui, les grèves des... transports, des trains. C'est embêtant, ça, les gens peuvent Oh pas là là, travailler. Et encore là à Paris, la dernière fois, c'était relativement pas trop mal. Les trains circulaient sans contrôleur. Mais Ah, des trains sans contrôleur. Alors les gens, ils passent sans payer, c'est ça? absolument. À moins d'être honnête. Ouais, mais l'honnêteté en France, c'est rare. C'est pas comme en Amérique. Les Américains sont très honnêtes comparés aux Français. Vous êtes bien acclimaté, vous? Ben ouais, moi je préfère les Américains. Oui. C'est plus facile à s'entendre avec les Américains. Ah, c'est bien acclimaté aussi. Et votre mari est américain? Ouais, je me suis mariée avec un Américain aussi. Oui. Je suis mariée avec un Américain, ça a été difficile, mais enfin... Un mariage, c'est jamais facile de toute façon. Oui, c'est sûr. Je sais pas si la plupart... J'ai jamais entendu d'un mariage facile, moi. Moi, j'ai divorcé. Ah bon? Vous êtes restés longtemps mariés? Longtemps, oh non, très peu. Moi, j'ai eu 3 enfants en 3 ans, donc après, c'est pas fini. Et après, vous avez dit au revoir? Après, on va dire au revoir, oui. Ah, mais... Je vais les filmer, les peintures. Bonsoir. Bonjour. Oui. Ah, bonjour. Je lui disais que je te connaissais. Oui, tout à fait.
ça. C'est juste à côté de la Villette. Ah oui. En majuscule, parce que alors, si on ne sait pas ce que c'est écrit. Bonsoir. Hey. Bon, elle reste avec toi. D'accord. Braver le beau temps, la douceur et tout ça, et d'être venu pour accompagner Nicole Régnier dans un voyage qu'elle va nous faire faire avec, au pays des icônes, j'imagine, Oui. dont elle est la spécialiste. Et je suis très rassuré parce que je vois qu'elle est arrivée avec Mon matériel. du matériel. Hein. Donc apparemment, on va avoir peut-être même plus une conférence, on va peut-être pouvoir faire un peu de peinture. Ah, bah, tout oui, absolument. C'est toujours bon à prendre. Ok, donc merci, bienvenue. Merci, c'est moi qui vous remercie. À vous. Je veux tout d'abord vous dire mon immense joie, malgré mon immense trac, d'être ici aujourd'hui, devant vous, amis connus et inconnus. Merci de bien vouloir m'accueillir dans cette belle ville de San Francisco, où je suis si souvent par la pensée, près des liens qui me sont si chers. Je voudrais remercier tout spécialement tous ceux qui ont permis cette conférence, l'Alliance française, San Francisco Bay Accueil, et bien sûr ma fille Christine Lemort-Drake. Et merci aussi à vous tous d'avoir osé affronter les embouteillages de fin d'année pour être ici ce soir. Les peintres n'ont pas besoin de la parole. Aussi, je vous demanderai toute votre indulgence. N'hésitez pas à me faire répéter, je ne vexerai nullement. Je dois parler plus fort. Ça va moins vite? Non? Vous êtes gentil. Bon, alors je voudrais seulement vous faire partager un peu de ma passion pour les icônes. Passion depuis plus de 15 ans. Première découverte lors d'un voyage en Turquie, à Istanbul et en Cappadoce. Depuis, j'étais voir des icônes en Grèce, en Crète, à Chypre, en Israël, et en Russie l'an dernier, où j'ai même eu la chance de voir travailler des restaurateurs et de visiter les réserves des musées, le musée Trediakov entre autres. Et plus important, pour percer le mystère des icônes, j'ai été amenée à en peindre moi-même. Je vous parlerai donc en tant qu'amateur d'icônes et en tant que peintre d'icônes. Je suis une âme iconographe française, catholique, très œcuménique, et j'ai fréquenté différents ateliers orthodoxes, grecs et russes. Vous voyez la différence entre les icônes qui sont plus anciennes, qui sont du style grec, et le style russe. Et actuellement, j'ai pour maître Georges Robot, fils d'un prêtre orthodoxe russe, exilé en France avant la dernière guerre. 4e génération d'iconographes dans cette famille. Et c'est grâce à leurs conseils que j'ai pu réaliser des créations comme Saint-Léger, il n'est pas là, San Francisco, qui est là, le baptême de Clovis, avec Saint-Rémy et Sainte-Clotilde, icône qui n'existe pas chez les orthodoxes. Vous voyez qu'il y a une tradition vivante, puisqu'on peut toujours créer. Le monde des icônes est très vaste, dans le temps comme dans l'espace. Aussi, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Vous pourrez, si vous avez des questions, les poser à la fin de cet exposé. Donc, qu'est-ce qu'une icône? Le mot icône vient du grec icon, qui signifie image, dans le sens de ressemblance. Si notre époque tend à considérer les icônes comme des images pieuses ou des tableaux religieux, le concile d'Éphèse
en 431, les avait définis comme des temples, c'est-à-dire des lieux où celui qui est représenté est aussi mystérieusement présent. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur l'icône. Et je peux m'arrêter. L'icône est un objet de culte avant d'être une œuvre d'art. C'est un monde de beauté et de foi, transfiguré par la lumière de Dieu. Elle est l'image de l'invisible et même présence de l'invisible. Son essence est d'être le lieu de la présence. Elle rappelle celui qu'elle figure et devient par là un lien entre celui qu'elle représente et celui qui la contemple. L'icône est faite pour une communion spirituelle. Elle enseigne la vérité chrétienne. Elle est une théologie en images. D'ailleurs, on dit écrire une icône. C'est comme la parole d'évangile. Définition plus technique maintenant. Sous ce nom, on désigne une peinture portative. On voit tout de suite la différence avec la fresque, qui est très proche de l'icône par ailleurs. C'est une peinture portative, donc, un sujet religieux, exécuté sur une planche en bois, selon une technique particulière, que nous verrons plus tard en détail, et qui est transmise depuis plus de 1500 ans maintenant. La tradition fait même remonter la peinture d'icônes dès l'époque des évangélistes. Et on voudrait voir dans Saint Luc le premier peintre d'icônes qui aurait peint 3 icônes de la Vierge de Dieu, bien sûr disparues. Autre icône légendaire, non peinte de main d'homme, la Sainte Face, les traits du Christ de son vivant, envoyé au roi Abgar d'Édesse, malade de la lèpre, et qui aurait été guéri. Ce sera le modèle de toutes les icônes du Christ. Ici, une reproduction. L'icône apparaît donc dès les premiers temps du christianisme. Et on oublie trop souvent que les églises d'Orient et d'Occident ont eu ce même trésor spirituel pendant plus de 1000 ans. Depuis Vatican II, les catholiques redécouvrent le sens de l'icône. Et on trouve d'ailleurs couramment dans les églises l'icône de la Trinité ou la Vierge de Vladimir. C'est le grand schisme de 1054 qui a marqué la rupture définitive entre Rome, capitale du monde latin catholique, et Constantinople, capitale du monde byzantin orthodoxe. Malheureux schisme, pour des raisons théologiques, mais aussi économiques et politiques. Et le pillage de Constantinople par les croisés en 2004 agrandira encore le fossé. Pardon 1204. Qu'est-ce que j'avais dit 2004, ça faisait un peu. Ah oui, oui. Bravo. C'est le gars, tout ça. Non, c'est 2004. Agrandira encore le fossé entre catholiques et orthodoxes. Au point de vue technique, l'icône prend ses racines dans la tradition donc, de la fin de l'Antiquité, dans le monde gréco-romain de l'Égypte. Et ce sont les magnifiques portraits des défunts, comme se trouvaient au Fayoum, au sud d'Alexandrie, qui ont donné aux artistes chrétiens les premiers modèles. Je peux vous montrer le petit catalogue de disposition en ce moment au Louvre, et vous pouvez voir d'ailleurs une superbe collection au musée Getty de ces portraits du Fayoum. Il ne reste qu'un millier de par le monde. Voici donc ce genre de portrait du Fayoum, très très beau, avec une présence extraordinaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que comme sur les icônes, il n'y a pas de sourire, les lèvres sont toujours fermées. Et quelque chose qu'on peut remarquer, mais qui disparaîtra après sur les icônes, sur les icônes, il n'y aura jamais de cils. Parce que dans l'au-delà, on n'a plus besoin de cils, on n'a plus besoin de cligner des yeux. Bon, ces portraits sont peints à l'encaustique. Les couleurs sont broyées dans la cire. C'est un procédé d'origine grecque. Ils sont peints à la détrempe, c'est la tempéra, c'est la technique égyptienne, qui sera la plus courante pour les icônes. Les couleurs sont diluées avec du jaune d'œuf, et il existe très peu d'icônes à l'encaustique. Mais voici un très beau Christ du VIe siècle, que l'on peut voir au monastère Sainte-Catherine, au Mont Sinaï.
Les premières icônes se sont développées en même temps que le culte des reliques. Et dès les premiers temps, on leur prête des vertus miraculeuses. Il existe de nombreuses icônes dites miraculeuses. Cette vénération va d'ailleurs conduire à des excès. On craint le retour de l'idolâtrie. Et à Constantinople, vont régner de 726 à 863, presque sans interruption, des empereurs iconoclastes contre les images. On ordonne alors la destruction de toutes les icônes du Christ, de la Vierge et des saints. Sombre période de lutte intestine. État contre moines, et lutte aussi contre les Arabes. Les iconodules, les serviteurs des images, finalement l'emporteront. Et des théologiens, des grands théologiens comme Saint Jean Damascène, vont justifier ce culte des images. Pour eux, la vénération est légitime, car elle s'adresse au prototype dont l'image assure la présence. Si l'Ancien Testament interdit toute image de Dieu, le Nouveau Testament l'autorise. Et c'est grâce à l'incarnation. Le Christ est né d'une vraie mère, le Christ est homme et Dieu. Après ce bref exposé historique et théologique nécessaire pour comprendre l'icône, nous allons maintenant voir les lieux où on peut découvrir des icônes. Dans toutes les églises, les monastères orthodoxes et dans les foyers. Les orthodoxes ont plus de 200 millions de par le monde. Dans les maisons, on place les icônes souvent dans l'angle d'une pièce. C'est le beau coin, le bel angle en Russie. On y place souvent une petite lampe. On embrasse les icônes de famille, offertes lors du mariage ou du baptême. Détail que j'aime bien, la planche des icônes, pour cette occasion, le baptême, avait la taille d'une nouveau-né. On trouve des icônes, bien sûr, dans tous les territoires orientaux de l'ancien Empire romain, sous la dominance de Byzance. Et dans les pays voisins, après la chute de Constantinople, tombée en 1453, aux mains des Turcs ottomans, est devenue alors Istanbul. En gros, ce sera la Grèce, le Proche-Orient, sans oublier les îles comme Chypre et la Crète. Les historiens d'art, qui s'intéressent de plus en plus aux icônes, distinguent différents styles, comme les icônes coptes en Égypte, différentes écoles, comme l'école crétoise, très influencée par la Renaissance italienne, et différentes périodes. Je ne citerai comme exemple que la Renaissance paléologue en Grèce, au milieu du XIVe siècle. Car c'est à cette époque qu'ont été codifiées les icônes des 12 fêtes, qui marquent l'année liturgique, comme la Nativité, le baptême du Christ, l'Ascension, la Pentecôte, la Résurrection, etc. Des recueils de modèles circulent alors entre les différents centres iconographiques. Mais c'est en Russie, convertie à l'orthodoxie au Xe siècle, après le baptême de Vladimir, que l'art de l'icône trouve une terre d'accueil particulièrement fertile. Dès le XIe siècle, on construit de nombreux monastères qui deviennent des centres iconographiques très importants. On ne peut pas séparer l'histoire religieuse de l'histoire de la Russie. Le premier centre sera donc Kiev, première grande ville de Russie. Les maîtres grecs se joignent aux peintres russes. Et après le déclin de Kiev, rasé par les Tartares, d'autres centres vont se développer, comme Vladimir, qui a apporté la célèbre icône byzantine de la Vierge Tendresse, Souzdal, et le plus important, Novgorod. Dans cette ville qui a échappé à l'invasion mongole, se maintient du XIIe au XVe siècle une intense activité artistique. Un style local s'élabore, caractérisé par une grande précision de formes et de lignes, des contrastes de grands aplats de couleurs vives qui ont tant impressionné les peintres contemporains comme Matisse. La grande sérénité de l'expression est également admirable. Avec l'arrivée de Théophane le Grec, venu de Constantinople à Novgorod puis à Moscou qui va devenir le siège du métropolite, puis la capitale de la Russie, sous Ivan le Terrible, va s'imposer comme la principale école de peinture d'icônes, avec un grand raffinement de couleurs. Son meilleur représentant est André Rublev, récemment canonisé dans l'Église orthodoxe, pour avoir peint la très belle icône de la Sainte Trinité pour le monastère Saint-Serge, que tout le monde connaît. Saint-Serge de Zagorsk.
Saint-Serge-Rat de Neige. Alors c'est vraiment l'icône des icônes, c'est l'icône emblématique par excellence. Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, superbe composition, très harmonieuse. On peut trouver un triangle dans un cercle, 3 anges qui symbolisent la Trinité. Les iconographes russes aussi vont introduire des icônes historiques, comme la fameuse bataille de Novgorod contre Souzdal. Ils vont développer aussi des icônes hagiographiques, c'est-à-dire une icône où le saint est représenté au centre de l'icône, entouré de vignettes qui racontent sa vie. En dehors de Moscou, on peut encore citer les centres de sport et de Tver au XVIe siècle. Mais dès la deuxième moitié du XVIe siècle, ce sera le déclin, le début du déclin de la grande peinture d'icônes russes. Alors que jusque-là, les peintres étaient surtout des moines qui peignaient dans la prière, en jeûne. Devant la demande croissante d'icônes domestiques, les ateliers laïcs vont se développer dans des villes comme Palek. 448 iconographes étaient encore recensés à la fin du XIXe siècle. Les maîtres de la famille Stroganov, protégés par le tsar, répandent aussi ce style miniaturiste. En même temps, va apparaître le goût de recouvrir les icônes d'un revêtement en argent ou en métal. C'est la riza. On est loin des belles icônes de Novgorod, redécouvertes au début du XXe siècle par les amateurs d'art. C'est grâce à eux que les icônes ont pu être sauvées après la révolution de 1917. On peut voir maintenant des icônes dans des musées russes, dans des collections particulières, même à l'étranger. J'ai entendu parler d'une très belle collection à Houston, celle de Dominique de Ménil. Actuellement, quelques peintres d'icônes travaillent à nouveau en Russie, surtout pour restaurer ce patrimoine inestimable. Et il y a beaucoup à faire. Avant de passer à la technique, je voudrais vous montrer ce qu'on peut voir de plus beau en Russie, à savoir les iconostases. Cette séparation entre le chœur et la nef, de plus en plus haute, et qui va vraiment former un mur d'icônes de 6 ou 7 rangées. Ici, c'est un Yaroslav. Alors, les icônes au cours des temps ont occupé des places particulières. Donc, c'est intéressant, parce qu'on a vraiment tout l'ensemble là. Alors, pour commencer, il y a ce qu'on appelle la déisis, c'est-à-dire le Christ en gloire, comme ici, entouré de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste, la Vierge symbolisant le Nouveau Testament et Saint Jean-Baptiste l'Ancien Testament. Ça, c'est indispensable dans toute l'Église orthodoxe. De chaque côté, on trouve les apôtres. Là, on est du dessous. Là, on a les 12 fêtes de l'année liturgique. Comme je vous ai dit, le baptême, l'ascension, la Pentecôte, etc. Là où les portes royales, seul le prêtre peut donc utiliser ces portes, avec en général toujours l'Annonciation, elle est là, Gabriel et la Vierge, et là il y a 4 évangélistes, Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Jean et Saint Marc. Alors cette église doit s'appeler Saint-Élie, parce que le saint local de l'église est toujours représenté à cet emplacement. On retrouvera toujours encore Christ, Vierge, des anges, Saint-Michel, Saint-Gabriel. Au-dessus, on a une ligne de prophètes et la ligne de patriarches. Du Christ à Moïse, et Moïse puis à Abraham. Bon, c'est ce qu'on appelle donc l'iconostase. Bon, alors maintenant, je crois qu'on va passer à la technique. Si vous avez des questions pour l'instant. Quel bois est-ce utilisé? Ah, le bois utilisé. Ah ben, en Russie, c'était surtout le tilleul. Il faut un bois tendre. Là, j'ai fait un essai sur du séquoia, parce que ça va donner dans 1000 ans. Enfin, il ne faut pas prendre des bois durs comme du chêne. Peuplier, tilleul. Les couleurs changent avec le temps? Non, parce que une icône est vernie avec un vernis spécial à base
huile de lin, mélangée avec... je vais faire un essai d'ailleurs, parce que celle-ci est terminée, mais elle n'est pas vernie. Donc pour la protéger, donc cette huile de lin cuite, ça pénètre, donc la couche de peinture, ça pénètre jusqu'à la toile, parce que sur une icône, il y a une toile, et après vraiment ça bouge pas. Ce qu'il y a, c'est que pour vernir, il faut, là cette couche va disparaître, je vais devoir remettre une douzaine de couches en à peu près une semaine. Ici à San Francisco, c'est un climat merveilleux pour... c'est pas du tout humide, donc ça devrait sécher vite, mais... Alors ça, c'est là on commence par la fin, parce que le vernis, c'est vraiment final. Hein. Et une fois que l'icône est vernie, qu'elle est sèche, il ne reste plus vraiment qu'à la bénir, et ça y est, elle est icône. Bon, ben ça, il faut surveiller régulièrement. Bon, alors on va commencer par le début maintenant. Donc on part d'une planche en bois. Une planche en bois, sur laquelle on place du tissu, ça peut être du lin, ça peut être de la tarlatane, de la gaze. On a une préparation là, de colle de peau diluée, j'espère qu'elle n'est pas encore trop figée, je ne peux pas me servir, donc on enduit en colle dans la toile. Pardon ? Il y a plusieurs types de colle. Ah non, c'est uniquement la colle de peau. La colle de peau naturelle. Tout ce qu'on utilise pour les icônes, c'est vraiment très traditionnel, donc c'est toujours la colle de peau. Mais c'est une très bonne colle, hein, vraiment. On a fait un depuis. Avec, sont des os d'animaux broyés. C'est un peu le genre de la gélatine. Quoi. Bon, alors, une fois que ça se serait, supposons que ce soit bien sec, je ferai une préparation à base de blanc de meudon, c'est-à-dire blanc de craie, avec toujours ma fameuse colle, mais comme elle est trop diluée, je ne peux pas vraiment faire une démonstration. Je mettrai seulement un petit peu d'eau. Voilà, c'est ce qu'on appelle le lefka. Le lefka en russe. Blanc en grec, c'est ça. Enfin, les iconographes, tous aussi bien grec que russe, tout le monde dit lefka. Alors là, après, on met une douzaine de couches de ce blanc de meudon, de ce lefka. On le met assez tiède. De la ville de Meudon. De la ville de Meudon. Parce que là, il y a donc une... c'est un plâtre, oui, c'est ça. Et un Meudon, c'est spécialement fin, donc... Donc, on fait une douzaine de couches superposées. Il faut attendre que ça sèche entre chaque couche. Une fois que c'est terminé, il faut polir, papier de verre. Et vraiment après, à la paume de la main, il faut que ce soit lisse comme de l'ivoire. Donc, une fois qu'on a la planche prête, il faut la faire sécher quelque temps avant d'utiliser, hein, parce qu'on aurait sinon des déboires. Bon, ça sont des planches que j'ai utilisées avec des enfants, oui, donc un peu n'importe quoi, mais ça permet de faire des essais. Hein. Donc, une planche fait terminer. Ah oui, ça François est là. Donc on va pouvoir faire maintenant. Je vais voir Saint-François. Tu ne vas pas Saint-François hein? Non. Ah non, c'est ça, non. Ah ben si, je sais où il est. Il est en dessous. Sur les plans laissés avec les enfants. Donc là, on va faire de la peinture là-dessus.
La protéger Bien, sous la mais- main. Oui. On va mettre le tissu. Ça sur le tissu. Bien par là. sur le tissu. Voilà. Bien. Première opération après, c'est bien sûr, c'est de faire le dessin. Alors le dessin, on a préparé son dessin. Si on fait une création, sinon on décalque un modèle, par exemple voilà une Vierge, là je peux avoir un Élie, voilà. Ça ce sont les modèles classiques par exemple, pour des mains. Ça c'est des modèles, là on peut reconnaître tout de suite un guerrier, une princesse, un diacre, ça c'est le modèle classique, ça c'est une icône connue aussi, ça c'est un modèle pour une Vierge, un modèle pour un Christ. Donc on peut s'inspirer de modèles plus ou moins classiques, plus ou moins connus. On décalque, et sur le calque on va poser de la poudre, en général on prend un ochre rouge, c'est plus voyant, et au dos du calque on dépose un peu de piment. Et sur le... Alors là, évidemment, on va supposer donc une nouvelle planche. Je vais juste tracer l'auréole. Très important aussi quand on fait une icône, c'est de laisser un cadre. Et vous, cette icône est creusée. Et là, vous avez la frontière entre le monde profane et le monde divin. Donc, il y a toujours sur les icônes un cadre. Et en général, pour que ce soit harmonieux, on fait cette marge du 10e de la largeur. Donc là, évidemment, mon cadre n'est pas fait, donc je suppose que le sang l'auréole là, c'est vrai. Donc, on grave en même temps. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Donc, le sac est à peu près bon. Une fois que on redessine avec du piment mélangé avec du jaune d'œuf, alors, on fait donc l'auréole. Il va reste avoir vraiment une petite forme pour voir bon, on va dire qu'on a là un visage et là l'auréole. Tu peux tourner? Bien, alors. Oui, c'est visible. Bon, alors, après, on passe à la dorure. On met toujours la dorure avant la peinture parce qu'on travaille donc dans la lumière. Donc on commence par poser la lumière. Bon, alors là vous avez tout le matériel de doreur. À savoir le coussin doré, la palette à dorer, des pinceaux spéciaux, un qui s'appelle le Ramon 2 et un mouilleux, et puis le couteau à dorer. Et qu'est-ce qui manque? Il manque L'or. l'or. Alors il ne reste plus beaucoup parce qu'hier les enfants sont bien amusés. Donc on aura un petit morceau que j'ai pu sauver. Donc voilà, ce sont des petits carnets de feuilles d'or. C'est de l'or. Voilà. Donc, pardon, c'est précieux, bah oui. Ah oui, c'est de l'or végétal. Donc c'est l'or qui est posé à l'assiette, la technique ancienne, la vraie technique du doreur. Bien, alors donc, on va essayer de... Bon, alors sous l'or, il faut mettre une préparation à base de terre d'Arménie et toujours avec de la colle de peau. La terre d'Arménie, c'est une argile assez grasse, ça se présente comme ça dans le commerce. Et là, j'ai fait un petit mélange avec de l'eau
et puis de la colle de peau. Donc ça, avec un pinceau, je vais mettre cette terre d'Arménie. Alors là, on en met en général trois passages pour que ce soit très lisse et au final on ponce. Et il faut vraiment que ce soit très très lisse parce que sous l'or tout se voit, le moindre défaut. Sous l'auréole, là. Uniquement sous l'or. Donc, donc là, je vais que. Pardon? Parce que là, le DFK, je n'ai pas de DFK. Hein. Mais c'est jamais sur le poids directement? Pardon? C'est pas fait sur le poids directement, Non, il y a une toile et 12 couches de blanc. Et vous, là, on peut s'amuser à... Mais la chose, il faut attendre que ça sèche. On va poser l'or. Bon, on va faire comme ça. Bon, alors là, on peut supposer que l'opération or est terminée. Et on passe à la peinture. Comment on l'applique, Laure? Comment vous l'appliquez après sur cette... Ah, bonne question. Bonne question. Non, moi je vais essayer quand même de vous montrer d'ici ce soir un peu comment on fait, mais je peux répondre tout de suite. Hein. Alors, supposons que notre terre d'Arménie soit bien sèche, bien lisse, impeccable. Il faut travailler sur un plan incliné. Sur un plan incliné, donc je vais mettre ça. Ça. Il faut prendre, alors où était la préparation? Ça c'est de l'eau avec un petit peu d'alcool, 15% d'alcool. Et 2 gouttes, toujours de fameuse colle de peau. Il faut travailler avec le milieu. On met de l'eau juste au moment où on pose l'or. Je vais mouiller. Et l'or va vraiment s'appliquer happé par l'eau. Alors l'or, pour l'attraper, on se sert de... Mais il faut avoir du magnétisme. Alors soit oh là là, oui, ça coule partout. Non, on va pas vous demander tes cheveux qui sont gras. Ah oui, ça fait 2 jours qu'elle me donne les cheveux. De l'autre côté. Donc l'or est sur la palette. Donc là, je prends un petit peu d'eau. Je vais le mettre juste là. Je mettrai du lata et je mettrai de l'eau jusque là. Donc vraiment que ça coule. J'arrive de mettre là et la feuille est happée. Et je me mets là, ça marche. Tout est une question aussi de dosage, pas trop d'alcool. Et alors après, je prends mon autre pinceau, je rends en 2 pour bien appuyer. Et puis ça sert assez vite. J'attends quelques jours. Et après, je vais oui, alors pour faire briller l'or, on se sert d'une pierre d'agate. On polit. Et en général, on polit dans ce sens-là. Si jamais on polissait dans ce sens-là, ça ferait comme des sillons, micro-sillons. Donc, il faut appuyer une fois
pas trop fort, une deuxième fois un peu plus fort, et après, on peut vraiment... mais là, je peux pas faire la démonstration. Bon, alors après, on passe à la peinture. Donc là, ce qu'on appelle ouvrir une icône, c'est-à-dire qu'on met une couche, on prépare tout au fond, voilà, pour arriver à avoir des départs d'une harmonie de couleurs. Donc il y a assez peu de piments dont on peut se servir, les autres sont tous piments naturels. On se sert principalement d'ocre jaune, d'ocre rouge. Pour le bleu, le plus beau c'est la cristallique, et il est hors de prix. Donc on a des bleus russes, des bleus d'outre-mer, on a des terres vertes, et comme blanc, on a 3 blancs. Blanc de titane, blanc d'argent et blanc de zinc. On a les mêmes couleurs, mais brûlées, c'est-à-dire une terre d'ombre naturelle et puis terre d'ombre brûlée, un ocre rouge, une terre de sienne naturelle, une terre de sienne brûlée. Pas tout ce qu'il faut. Et puis du rouge, du vermillon. Bien, attendez, je vais voir un peu ce que donne mon Saint-François. Voyez-vous, il y a cet endroit où déjà le polypha a été absorbé. Donc, il faut passer son temps à lisser. Donc, il faut surveiller. Il faut surveiller qu'il n'y ait pas de poussière, il faut surveiller qu'il n'y ait rien qui se passe. Une mouche qui vient. Vous faites ça sur demande? Sur demande? Oui. Sur commande? Oui. Pas spécialement, non. J'ai pas d'inspiration. Et puis j'aime bien alterner une vierge, un Christ, un saint, un ange. Donc voilà, là j'ai fait à San Francisco. Quand vous appliquez l'or, Oui. la forme, comment faites-vous? Là, je coupe. J'ai un couteau, je coupe là-dessus. Je peux couper. Alors, pour des petites... oui, j'ai une petite auréole, je vais couper l'or. En général, si c'est... À l'avance, oui, avant de le prendre avec la palette. Et avec la forme. Avec la forme que je veux. D'accord. Ce qu'il faut essayer, c'est d'économiser au maximum l'or. Hein, donc, c'est sûr, donc, vous pouvez avoir la forme. Bon, cette opération-là, je peux la faire pendant 8 jours. Pendant 8 jours, je vais surveiller M. Saint-François. Donc on vit vraiment avec les icônes. Hein, vraiment. Bon, tu restes sage. Bien, alors donc on arrive à la peinture. Donc l'icône est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà une couche de mise partout. Donc l'harmonie de couleurs. C'est une icône que les enfants avaient choisie. J'aime pas beaucoup ce modèle. C'est André et Pierre. Bien. Alors, les piments. Comment on prépare les piments? Là, par exemple, si je veux essayer de... Alors, la technique russe, c'est qu'on met des glacis très très légers, avec beaucoup d'eau superposée. Et pour obtenir une couleur, on peut mettre jusqu'à... je ne sais pas, pour faire Saint-François, par exemple, j'ai alterné couches d'ocre rouge et couches de terre verte. Et pour faire ce brin, il y a à peu près 8 couches. 8 couches. Et entre chaque. Donc ça vous fait les transparences qu'il n'y a pas chez les Russes. Chez les Grecs. Qui emploient des couleurs déjà plus épaisses et qui mélangent les pigments au départ. Alors que là, les glacis sont superposés, les couleurs pures. Cette icône est plus grecque. Les dessins qui sont faits là, dans la manche, par exemple, c'est dessiné de ce côté. Là, des traits. Des traits. Pas le trait de la manche, c'est à l'intérieur. Oui, les traits sont à la peinture. Et ça, c'est le piment avec du jaune d'œuf sans eau. Sinon, on travaille à la fin. Alors, le programme de travail, vous faites circuler si vous voulez. Je vais vous montrer comment on prépare donc un glacis grec et un glacis russe. Et comment on travaille à l'attaque chez les Russes. Bien. Alors, je vais prendre par exemple un
ocre jaune. Ouais, je vais prendre un ocre jaune. Alors, chaque piment réagit un peu d'une façon différente. Hein, mais enfin, avec l'habitude, on sait, mais en général, c'est à peu près le même volume de piment et d'œuf. Dans cette préparation à l'œuf aussi, les Grecs vont faire un œuf qui sera plus fort que les Russes. En général, il y a même volume de jaune d'œuf que d'eau et quelques gouttes de vinaigre pour pouvoir le conserver quelques jours au frigidaire. Donc, on broie avec le doigt le piment avec la préparation de jaune d'œuf. Donc voilà, ça va. On ajoute un petit peu d'eau. Voilà. Là, j'ai un glacis russe. Donc on travaille la flaque, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les coups de pinceau. On fait glisser l'eau par le dessus. Et on ne revient pas du tout où on a été. Et on reprend souvent de la peinture. Voilà, voilà. Alors pour faire une couleur intéressante, c'est la couleur, le verdaccio, c'est le proclasme des visages. Alors chaque peintre a un peu sa recette. Hein. Ce qu'il faut, c'est avoir un ton qui soit assez neutre, mais un peu verdâtre, pour pouvoir après éclaircir et puis aller des tons verts au ton plus rouge. C'est ce qui va faire justement le modelé des visages. Donc une formule que j'aime bien, moi, c'est de l'ocre jaune avec un petit peu de terre de bohème ou de terre d'ombre naturelle. Vous allez voir tout de suite la couleur que ça va donner. Alors on peut plus ou moins foncer. Alors je fonce quand c'est un saint âgé, comme Saint-Nicolas. Quand c'est un jeune ou un ange, je fais un verdaccio plus clair. Donc là, celui-là sera... Quel âge? Ah, quel âge? Oui, moyen. 22 ans et demi. Oui, c'est ça. Un but de droit, c'est 2 ans et demi. 22 Ah, pardon. Donc ça, c'est... Un Paul, bravo. C'est du jaune, ça? Verdaccio, parce que c'est vert un peu. Oui, c'est un peu... Oui, c'est un peu... Pas très bonne mine. Ah, mais il faut que ce soit vert, c'est le verdaccio italien. Il est Mais très ça, bon. 8 ans. Ouais, sur le poissonnier. Voilà. Et on appelle ça du proclasme. Et ce proclasme, on les met sur toutes les parties vivantes de l'icône, c'est-à-dire sur les visages, les mains, mais ce sera aussi bien sur les plantes, tout ce qui vit. Bon, je regarde encore mon petit Saint-François. Pour l'instant, il n'y a pas de poussière à San Francisco. L'Alliance. On est au bord de la mer. C'est ça. Au contraire. Bon, alors le verdaccio, donc on le pose sur le visage. On pourrait le mettre où ce fait le visage? On va le mettre sur le tout visage. Là. On va continuer comme ça. Bon, voilà, on va le poser là. Où est-il le verdaccio? Il est là-bas. Qu'est-ce qu'il a mangé lui? Bon, alors, un pinceau.
Pour l'anecdote, il faut vous dire qu'hier, en faisant la conférence, on s'est rendu compte qu'elle avait amené son œuvre de France et donc elle aurait pu se faire arrêter à la douane. Il vient de Pantin. Je étais tout près alors quand je vais acheter mon œuvre. Travail. Pas de gâchis, pas de gâchis. Ah, j'ai tout apporté, j'ai tout apporté. Donc, toujours à la plaque, mais alors là, ça part dans le tissu. Donc, la même chose pour le proplasme, pour un beau proplasme, on le fait très, très clair. Alors que les Grecs l'auraient fait beaucoup plus épais, ils n'auraient mis qu'une couche de proplasme. Alors que moi, je vais en mettre trois couches de proplasme. Donc, le proplasme, on peut voir... Là, il y a un cheveu. Ouais, aussi. Donc, vous voyez les parties vertes, c'est le giardaccio. Il faut arriver par la peinture à arriver à presque des blancs. Donc, je vais poser ce qu'on appelle des éclaircissements, de plus en plus petits, de plus en plus clairs, en intégrant à l'ocre jaune du blanc. Et pour le blanc, je mélange blanc de titane et blanc de zinc. Parce que le blanc de titane est très couvrant, et le blanc d'argent et le blanc de zinc sont ça boit toujours, donc je suis toujours obligée de... Et ça, c'est de... Ça, c'est de là. Et des feuilles comme ça. Hein. C'est très rare, hein. Vous avez mis plusieurs feuilles. C'est bien, on sait qu'une seule feuille. Ah, c'est une seule feuille. Ah bon? C'est une seule feuille? Oui. Vous le voir aussi. Et bien, tu vois, ah. Bon, ne mettez pas trop la main parce que c'est grave. Alors il faut arriver, voyez-vous, c'est ouvert, à du blanc. Et là, il y a une tache de rouge sur la joue. La technique de l'icône sur ce point, c'est classique. Oui. C'est C'est pareil, il y a moins de couches. Et passons tout vite au blanc. Et alors au final, on fait les derniers petits traits, blanc pur, alors juste du blanc de titane avec, hein, voilà, voilà, trait. Ouais, c'est ça. Et en dernier, on va poser ce trait-là qui donne l'expression sur l'œil. Voilà. Et ça, dans les ateliers, en général, dans le maître d'atelier, dans le monastère, qui mettait ce qu'on appelle le feu. Voilà, C'est bien je vais jeune. faire C'est le petit trait blanc sous l'œil voilà, qui donne l'expression. deux petites virgules, mais qui donnent toute l'expression. Ça, c'est le... Ouais, ici, Là, le le blanc. ouais. Bon, alors ce qu'on peut faire, c'est sur l'icône qu'on va retourner, s'amuser, justement, ce sont les enfants qui ont fait ça, voyez-vous. Ils ont eu du mal, hein, c'est de la patauge, mais ils ont tout compris quand même. Hein. Hey, commencé par le 8e grade, ça a fini par le kindergarten. Et il y avait tous les âges. Hein. Il y avait tous les âges. Donc, c'était quelquefois 3 à peindre dessus. Donc, on va essayer de mettre de corriger. Donc, on va essayer de voir les formes des. Donc là, c'est lumières. un dessin qu'ils ont repris. Ah, bah oui, c'était le. C'est des modèles existants. C'est pas vous faites la création. La création, oui. Et mon Saint-François, c'est d'après une fresque classique. Ah oui. J'ai fait Sainte-Claire. Vous avez reproduit sur un cap que. Oui, oui, on fait le thème de Clovis, c'est moi qui l'ai créé. J'ai fait un Saint-Léger, j'ai fait un Saint-Éloi. J'aime bien faire des dessins comme ça, des Rodingel, qui n'existent pas chez les orthodoxes. J'ai fait des sables plus récents, Catherine de Lisieux, pour des malgaches. J'aime bien. Tu devrais parler un peu des symboles sur justement Clovis. Ah, Clovis. Pour parler un peu des règles qu'il faut suivre. Bon, alors, la même chose, j'ai fait ce baptême de Clovis parce que c'était l'année de Clovis. Il y avait une belle exposition, j'ai exposé avec d'autres à Reims. Donc, donc ça, c'était l'exposition de Reims.
Donc, et puis en plus, j'ai un petit fils qui s'appelle Rémi. Alors, donc, j'ai fait. Voilà, donc Saint-Rémy, Clovis et Saint-Clovis, avec toute l'armée. Et là, bien sûr, j'ai mis du bleu, du blanc et du rouge. Alors, traditionnel, quand il y a un rideau rouge comme ceci, ça veut dire que la scène se passe à l'intérieur. Et puis j'ai fait de l'architecture, les Russes sont très très forts pour l'architecture, et souvent ils représentent leur monastère, souvent il y a le plan de la ville, enfin le monastère. Donc là j'ai fait le château et l'église. Bon voilà, il y a de l'encens, dans les textes d'époque on parlait beaucoup de tenture, beaucoup de lumière, donc j'ai fait des rideaux et puis une bougie. Et là, donc, il y a la colombe, le Saint-Esprit, parce que c'est le baptême, et puis là, l'eau du baptême. Et puis, oui, j'avais fait un beau sac de bois qui était volé il y a 3 semaines, dans une église, dans le 12e. Très beau. Oui, comme on dit, moi je plante. Oui, c'est flatteur pour le. Mais j'apprécie pas. Bon, alors, on a parlé de la peinture. Ah bon, on va pouvoir travailler là-dessus. Alors, donc les lumières, les premières, je mets un ocre pur. Dans toujours la même préparation, autant de piment que de jaune. Bien broyé. J'ajoute de l'eau. Le pinceau. Voilà, je prends deux pinceaux. Vous comprendre pourquoi. Alors là, donc, je vais donner la forme, par exemple. J'entoure la flaque posée d'un petit peu d'eau. Voilà, donc ça sèche. Les sourcils, la même chose. Alors de cela, il y aura à peu près une douzaine de couches, de plus en plus claires, de plus en plus petites. Et ça va donner le volume.